Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et puis, le grand débat du jour, je viens d'être surprise. Elisabeth Borne a assigné en justice l'éditeur de la biographie La Secrète, dernier livre donc de Bérengère Bonte. La première ministre demande la suppression de nombreux passages sur sa vie privée. Une affaire qui relance forcément le traitement de la protection de la vie privée des femmes et des hommes politiques. Nous allons en parler dans un instant avec un avocat, mais la Cour européenne des droits de l'homme est formelle. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Doit-on savoir si un président de la République a une maîtresse, si un ministre est homosexuel, si un député souffre d'une grave maladie, si le fils d'un ténor de la politique se drogue? Connaître la vie privée des politiques, oui, non, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est plutôt non sur notre compte Twitter. Un petit peu moins de 60% d'entre vous estiment que la vie privée des politiques ne nous intéresse pas. C'est bien, oui, de la part des auditeurs de Sud Radio. Vous dites 60, c'est ça? Un petit peu moins de 60, je dis. Ah ouais, parce que c'est carrément 52. Oui, j'ai un petit peu moins de 60. 52, c'est pas si bien finalement ces auditeurs. Okay, mais je m'en souviendrai. Allez. Donc vous dites non à 52% contre 48, c'est un score de présidentiel. Dans une autre ville, il était assesseur dans un bureau de vote. Oui, contrôle les votes. Mais il était chiant surtout. Allez. Mathieu Davy est avec nous, avocat en droit de l'image et de la presse. Maître, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Petit tour de table avant de revenir vers vous, Philippe. Ce choix entre la vie privée de l'homme politique, oui ou non? Alors, là aussi, Cécile comme hier, je crois, je vais être minoritaire, j'ai toujours considéré qu'il ne pouvait pas y avoir une cloison étanche absolue entre la vie privée et la vie publique. Entendons-nous, pour une personnalité politique, il y a des éléments de vie privée parfois, notamment lorsqu'on ment sur eux, ou que lorsqu'ils peuvent expliquer certains comportements publics qui sont nécessaires dans le débat démocratique. Alors, en ce qui concerne Elisabeth Borne, puisque c'est votre sujet, elle a, d'une certaine manière, elle a elle-même projeté cette intimité dans l'espace public, notamment par certains articles, et la journaliste, je n'ai pas lu le livre, a fait, semble-t-il, un excellent travail en vérifiant ce qui lui apparaissait un peu comme une contradiction. Elle s'est contentée de dire que l'homme dont parlait Elisabeth Borne était paxé avec quelqu'un d'autre. Donc, Elisabeth Borne a tout à fait le droit d'assigner, mais je suis pas persuadé qu'elle soit véritablement au sens banal dans son droit dans cette affaire. Et rappelons que Bérengère Bonte, donc l'autrice de ce livre, a eu 2 très longs entretiens également avec la première ministre. Voilà. Et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe. En effet, moi je pense que chacun doit respecter sa vie privée évidemment, mais effectivement si ensuite on utilise cette vie privée comme le font beaucoup de personnalités publiques et d'hommes politiques pour faire du storytelling ou pour se mettre en avant ou expliquer leur démarche, effectivement après ça peut se retourner contre eux. Donc effectivement si on utilise des éléments qui ont trait à notre entourage, faut ensuite pas s'étonner que ça se retourne contre nous et que d'autres personnes écrivent là-dessus, puisqu'après tout c'est le jeu de la vie publique. Absolument. Et Jean-Michel Fauvergue, vous qui étiez député. Justement, j'allais vous livrer ma vie privée. Cette histoire d'homosexualité est-elle vraie? Décidément, Tom, j'allais vous livrer ma vie privée sur autre chose que ça, mais d'abord je voudrais répondre à votre question. Moi je pense qu'un homme ou une femme politique, à partir du moment où il s'engage en politique, il s'engage à ces problématiques-là. Mais effectivement, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et effectivement, beaucoup d'hommes et de femmes politiques jouent là-dessus. Ils mettent en scène, et je suis d'accord avec Tom, mettent en scène leur vie privée. Il n'y a qu'à voir ces derniers temps le nombre de déclarations sur les orientations sexuelles des uns et des autres, alors qu'on s'en fout totalement, en fait, en réalité. C'est pour ça que je vous réponds pas, Tom. C'est pas qu'on se fout totalement de ces mais ça orientations. nous intéresse un peu quand même. Je vous le dirai hors antenne. Je vous le dirai hors antenne. Mais par contre, vous savez que vous avez aussi des obligations légales qui font que votre vie privée ne vous appartient plus. Et l'obligation légale, c'est la haute autorité pour la transparence qui vous la donne. Alors là, je ne parle pas d'orientation sexuelle, je parle du fric que vous avez, de la fortune que vous avez, de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez accumulé. Et non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille. Parce que quand vous êtes homme ou femme politique, vous êtes aussi personne particulièrement exposée. Oui. PPE. Merci Tom. Personne particulièrement exposée. Et vous devez chaque année, vous,
vos enfants, vos parents faire des déclarations à vos banques, et à tout le monde, et Rendre des comptes. jusqu'à un an après quand vous avez arrêté votre mandat. Donc ça, c'est des obligations que personne d'autre n'a, et vous êtes contrôlé d'ailleurs par des gens, les gens de la haute autorité, dont on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont. On ne sait pas, c'est complètement opaque leur manière, Leurs actions, en tout cas. d'être nommés. Alors, les vraies voix, c'était le premier tour de table. Nous retrouvons donc notre invité, maître Mathieu Davy. Mathieu Davy, dans cette assignation, Elisabeth Borne demande la suppression de nombreux passages de cette biographie quand elle sera rééditée. Et 1 000 € par infraction constatée. Elle réclame 1 € de dommages-intérêts et 5 000 € au titre de frais de justice. Elle va avoir gain de cause ? Alors, moi, je ne suis pas du tout l'avocat d'Elisabeth Borne, et je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas me prononcer. Et il va falloir qu'elle démontre que les informations dont elle demande la protection, au titre de sa vie privée, de sa vie intime, sont totalement décorrélées de son activité publique. Parce que elle est un peu là, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme depuis quelques années, qui certes rappelle le droit à la vie privée des hommes politiques et des hommes publics, mais ce droit tombe face au droit à l'information dès lors qu'un élément de la vie privée pourrait avoir une corrélation d'une manière ou d'une autre dans le débat public. C'est-à-dire que le critère, c'est dès lors qu'une information privée peut avoir un impact sur l'éclairage d'un électeur compte tenu du bulletin de vote qu'il a ou de l'appréciation qu'il peut avoir sur le comportement politique de l'élu, ça ne tient plus au niveau de la vie privée. Donc, quels sont les éléments que Mme Borne va poursuivre? Est-ce qu'on est vraiment sur des éléments totalement décorrélés de la vie publique? C'est-à-dire, par exemple, des éléments purement intimes, des éléments purement familiaux, et encore une fois, qui ne doivent pas avoir d'interaction avec ses mandats et avec ses responsabilités. Dès lors que ces éléments existent, elle aura, à mon sens, le droit à la protection de sa vie privée, car il n'y a pas d'exception absolue. Tout homme politique garde un droit à sa vie privée et notamment à l'intimité de sa vie privée. Dès lors que c'est totalement opaque. Donc, la question va être de savoir, est-ce que les éléments que la journaliste a dû certainement quand même préparer son dossier. J'imagine que il faudra que Mme Borne démontre qu'effectivement, dans toutes ces révélations, entre guillemets, il n'y a pas de lien avec la vie publique. Ce qui n'est pas si évident à démontrer. Je vais rebondir sur ce que disait Roselyne Bachelot en 2004. Elle disait on peut forcément parler de la vie privée d'un politique quand il prône par exemple des comportements, des exemples qui encensent le mariage, l'avortement, et qu'il respecte, s'il ne respecte pas ce que lui prône. Donc on peut rentrer dans le cas de Quatennens par exemple. Et le deuxième cas, c'est de dire de prendre sa vie privée dans le cadre d'une campagne, d'utiliser sa vie privée dans le cadre d'une campagne politique. Et pour elle, ce sont les deux seuls cas où effectivement la politique, ou en tout cas la presse, aurait le droit d'utiliser ou de puiser dans la vie publique, dans la vie privée pour la rendre publique. Est-ce que c'est à peu près ce que vous vous dites, vous? Alors, c'est très juste, c'est des minibus. En fait, il y a deux lectures. La première, c'était des éléments un peu objectifs que je vous ai proposés tout à l'heure, c'est-à-dire des critères de ramification avec la vie publique. Et ensuite, il y a des critères subjectifs, c'est-à-dire le comportement de l'élu lui-même ou de l'homme ou de la femme politique dont il s'agit. Très clairement, quand la personne publique a déjà elle-même contribué à révéler sa vie intime, a finalement joué un peu le jeu de la communication politique, ça va être très compliqué pour elle d'aller reprocher à des journalistes de continuer à divulguer cette vie publique. Entre guillemets, il y a un comportement naturel aussi de l'élu face à la divulgation et un peu à la collusion qu'elle peut entretenir avec les médias. Ça, c'est un point important. Et le deuxième point que vous avez dit, il y a clairement aussi un lien, effectivement, entre ses propres convictions politiques et le rapport qu'on a à sa vie publique. C'est-à-dire qu'effectivement, il devient de l'intérêt de l'électeur, de l'intérêt du public, de comprendre comment un élu se comporte en rapport avec les propres convictions qu'il prône. Donc c'est extrêmement juste de faire un lien entre d'un côté les valeurs exprimées
et la propre vie de l'élu. Ouais, Cécile, vous parliez d'Adrien Quatennens, on le rappelle, de la France Insoumise, qui donc a été condamné pour avoir frappé sa femme. Maître, à une certaine époque, j'ai été prétendument qualifié de spécialiste du droit de la presse. J'aimerais avoir votre avis sur un élément qui existait à l'époque. On considérait que même si une personnalité publique avait parlé d'elle dans les médias, quelques années avant ou quelques jours avant, ça n'enlevait pas son droit de porter plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ça n'a pas changé, je suppose, cela. Vous avez tout à fait raison sur le fait qu'en fait, l'homme politique, et d'ailleurs toute personne, garde la maîtrise de la divulgation de ces éléments d'intimité de la vie privée. Mais il y a quand même, et certains juges du tribunal judiciaire de Paris de la 17e chambre peuvent s'agacer aussi parfois de voir des élus ou des personnes publiques s'exprimer largement sur leur vie privée tout en revendiquant ensuite la protection. Ouais, alors c'est la sanction. Ce que vous avez dit est très juste en principe, et en principe, on garde la maîtrise de sa vie privée, même quand on la divulgue. Mais après, il y a aussi peut-être parfois des comportements de mise en scène, de divulgation, de communication qui vont clairement impacter la décision du juge final. Les dommages et intérêts, par exemple. Allez, avant d'aller au standard, Jean-Michel Fauvergue aussi veut réagir. Oui, maître, c'est parfaitement clair ce que vous avez dit. Moi, je voudrais vous poser la question des tiers, des hommes et les femmes politiques qui ont des enfants ou leurs compagnons, leurs compagnes, etc. Et ces hommes et femmes politiques qui effectivement, à un certain moment, vont révéler des choses sur leur vie à eux, mais sur la vie des autres aussi, de leur entourage précis. Est-ce que ça doit pas être protégé, même si l'homme ou la femme politique, puisqu'il ne s'agit pas d'eux, a révélé des choses de ce type-là? Maître Mathieu Davy. Alors, toute personne de la famille et de l'entourage a, elle aussi, bien sûr, droit à sa vie privée. Et pour le coup, il n'y a pas de ricochet sur les enfants ou l'épouse, dès lors que les enfants ou l'épouse ne sont pas liés à la vie publique de l'élu. CF, dossier Fillon, par exemple. Mais dans un cas classique, heureusement qu'il faut laisser la protection absolue à ces personnes qui, elles, pour le coup, sont des personnes privées. Maintenant, qui peut défendre cette vie privée? C'est aussi à l'élu de créer un barrage très fort entre les différentes vies privées. Sinon, évidemment, il expose sa propre famille. Mais il n'y a pas d'édulcoration, entre guillemets, de la vie privée des enfants, par exemple, ou de l'épouse, qui restent des personnes totalement privées de la vie publique de l'élu. C'est difficile maintenant, pris dans la violence, dans les taux de la violence. C'est vrai que je trouve quand même que sur le fond, on va pas rentrer sur le fond de ce qui est révélé dans ce livre en question, mais je trouve quand même que malgré tout, il devrait y avoir une forme de droit de réponse pour la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand bien même Elisabeth Borne ne serait pas hostile à ce que ces informations soient révélées, au moins qu'elle puisse un peu neutraliser et canaliser, on pourrait dire, ce qui est dit, parce que c'est quand même malgré tout gênant. Il y a en plus, ça touche quand même à une question assez intime en l'occurrence. Donc je comprends aussi que ça puisse susciter un émoi chez elle. Mais dans le microcosme des rédactions, toucher la sexualité des gens, je trouve ça un peu... Effectivement, voilà, Cécile, mais sauf que dans le microcosme des rédactions, il y a toujours en permanence cette question sur l'orientation sexuelle de la première ministre. Moi, je tiens à le dire. Voilà. Et quand certains de ces ministres, comme Olivier Dussopt ou encore Clément Beaune, on ne leur demande pas de l'afficher. On ne leur demande pas, ils le disent. Voilà. 0826 300 300, Guillaume de Cambrai. Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins la plupart des commentaires de l'équipe, des invités. Moi, je vous dirais, alors, en tant que simple citoyen, que Madame Borne ait des difficultés de transit intestinaux, moi, je vous dirais, à la rigueur, je m'en fiche totalement. Moi, ce qui compte, c'est son programme, ses idées politiques, ses convictions. Par contre, si Madame Borne était végane et nous interdisait de manger une bonne viande rouge, effectivement, là, ça commence à m'impacter. Si je le savais avant même qu'elle propose un programme, effectivement, je pourrais avoir une réaction.
inversement, si elle est prétendument très carnivore et dans son programme politique nous disait que effectivement il faut les véganes parce que c'est très bien, je grossis volontairement le trait pour donner une petite idée, mais là effectivement ça a du sens, mais dans l'absolu, moi je pense sincèrement qu'il devrait y avoir une cloison qui est difficilement maintenable parce que on vit dans une société de buzz qui fait vendre, on va pas se mentir. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à la monarchie britannique avec l'affaire Diana et le roi Charles. Qui a eu des conséquences dramatiques où là la vie privée a été totalement surexposée et a créé ce que l'on ne souhaiterait jamais voir. Je vais juste rebondir sur quelque chose si vous permettez. À l'époque, pendant la campagne électorale, Éric Zemmour a dû outer sa relation finalement avec Sarah Knafo, a dû à un moment donné par la pression de la presse annoncer que c'était sa maîtresse alors qu'il était marié. Donc là ça veut dire qu'on pousse, cher maître, quelqu'un à raconter sa vie parce que effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, c'est des bruits de couloir dans la presse, dans les rédactions, et donc à un moment donné il faut que ça sorte. Ils travaillaient ensemble, qui ne l'ait pas cherché. Mais ils travaillaient ensemble quand même, c'était particulier, c'était pas juste une femme comme ça, ils travaillaient ensemble pour la campagne. Mais Mathieu Lavie, on peut dire que sous l'ère Sarkozy, tout a explosé d'un point de vue de la préservation de l'intimité des politiques, parce que il a tout fait voler en éclats, le président Sarkozy, non ? Il y a eu un avant et un après 2007. En droit de la vie privée des personnes publiques, il y a eu un avant et un après. Que ça soit dans le pur strict juridique, mais surtout dans le comportement et dans la communication. Clairement. Il y a eu un autre cas, c'était François Hollande quand même, qui était avec quelqu'un qui est. Mais justement, maître Davy, Cécile aborde la question que je voulais vous poser. Par moment, on a l'impression qu'il est très difficile de départager la vérité sur le plan juridique. Je pensais en effet, comme Cécile, moi je considère que l'épisode de la rue du Cirque aurait dû être considéré comme partie intégrante de l'appréciation politique sur François Hollande. Mais beaucoup d'autres m'ont répondu, mais pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste la rue du Cirque, c'est la fois où François Hollande a été surpris avec son scooter. Voilà. Autrement dit, ça dépend en grande partie de l'appréciation du citoyen et de l'intensité de sa morale, en quelque sorte. Il ne faut pas sous-estimer que la première dame en République française est un personnage politique également. Donc la vie sentimentale de l'élu en exercice, du président de la République, a un impact politique. Je pense qu'il faut aussi le regarder sous cet angle-là. Ce n'est pas simplement la maîtresse d'un ministre même ou d'un député. On parle bien du président de la République dont l'épouse ou l'époux devient aussi un personnage public national. Donc, ça a un impact, à mon sens, ça peut être lu comme un impact politique. Jean-Michel Fauvergue, dernière question. Non, c'est pas une question, je voulais juste témoigner de l'auditeur précédent, je ne me rappelle plus son prénom. Guillaume. Concernant le transit intestinal. Le transit intestinal, c'est quelque chose de très important, à l'Assemblée nationale en particulier, parce que ça peut vous faire louper un vote. Parce que vous êtes pris ailleurs, donc vous loupez votre vote, et vous voyez, sur la vie politique, ça peut jouer un peu. Alors, c'est petit clin d'œil, évidemment, bravo Jean-Michel, mais c'est pas faux. La santé de nos élus compte aussi, souvenons-nous, Pompidou, Tom, François Mitterrand. Mais en tout cas, vous avez 15 secondes. Mais de manière générale, non, mais je veux dire que le storytelling, vous savez, le fait de mettre en scène sa vie, Obama l'avait beaucoup utilisé, Sarkozy l'a repris, etc. Effectivement, aujourd'hui, c'est tellement dans la stratégie de chacun des candidats, même le moindre conseiller municipal quasiment, qui met en scène sa vie pour l'utiliser à des fins politiques, quand à un moment donné ça se retourne effectivement contre les arroseurs. Est-ce que justement on ne doit pas revenir en arrière? Mais on n'y arrivera pas. Non, c'est impossible. Non, mais peut-être que c'est souhaitable. Et là on doit aller de l'avant. Ouais, on doit aller de l'avant. Et merci beaucoup, maître Mathieu Davy, avocat en droit de l'image et de la presse. C'était très intéressant. Vous restez avec nous. C'est qui l'a dit? Eh ben c'est moi. C'est maintenant. À tout de suite. C'est le quiz tellement attendu.